Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Le Bénin regorge des sites et monuments historiques qui constituent sa richesse immatérielle. Que faire pour mieux valoriser ces chefs-d'œuvre? Un spécialiste nous donne quelques idées. Commerce équitable, c'est ce type de commerce qui permet de veiller à une égale répartition des revenus à tous les acteurs de la chaîne de valeur. Un spécialiste nous éclaire dans cette édition. Les bas-fonds, considérés comme des exutoires naturels de l'eau, sont pris d'assaut par les populations. Le phénomène s'observe surtout à Cotonou, malgré l'existence d'une réglementation. On ouvre donc cette édition par la culture. Le Bénin dispose de plusieurs monuments historiques qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Que peut-on faire donc pour mieux entretenir ces chefs-d'œuvre et quelles sont les probables opportunités qu'ils apportent au Bénin lorsqu'ils seront reconnus dans le patrimoine de l'UNESCO? Plus de détails dans ce reportage de Louis Koudogbo et Baudelaire Kanchidi. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture, de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention de techniciens qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. Fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, le commerce équitable a pour objectif de parvenir à une plus grande équité du commerce mondial. C'est un système qui vise l'équilibre des gains à tous les maillons de la chaîne du commerce. Pourquoi ce nouveau système et quels sont les avantages qui y sont liés? Bernard Favi, directeur général du commerce, nous donne plus de précisions dans cette interview réalisée par César Achadi et Gloria Oni. Le commerce équitable, c'est un système d'échange dans lequel aucun des acteurs n'est lésé. C'est-à-dire un système dans lequel tous les acteurs s'entendent pour que aucun des acteurs ne soit lésé dans ce commerce-là. Il a été constaté que les producteurs sont beaucoup plus lésés
dans toute affaire de commerce. Encore que c'est eux qui prennent beaucoup plus de risques que tous les autres maillons de la chaîne et qui sont moins rémunérés. C'est-à-dire, quand je dis moins rémunérés, qui gagnent moins. Et ceux qui sont des intermédiaires dans ce commerce-là gagnent généralement beaucoup plus. Et leur préoccupation, à un moment donné, c'était de répartir équitablement les marges que chacun gagne pour que aucun des acteurs ne soit lésé. Le commerce équitable, c'est quand vous arrivez à identifier un acteur de ce commerce équitable qui est un intermédiaire, c'est-à-dire un acheteur, et qui est prêt à prendre vos produits et puis à respecter ce commerce équitable, qu'en ce moment, vous gagnez beaucoup plus que vous l'auriez gagné si vous alliez sur le marché classique. On parle environnement à présent. La pression démographique a entraîné un besoin accru en logement. Pour être à l'abri, les populations n'hésitent pas à prendre d'assaut les zones inondables comme les bas-fonds. Le phénomène est récurrent dans la ville de Cotonou. Pourtant, le nouveau code foncier prévoit des sanctions. Amandine Anyamoussou. Voilà le visage que présentent certains quartiers de la ville de Cotonou. Un tour à Kokbato, Filleyon, Vossa et Agla, le spectacle est désolant. Les populations ont pris d'assaut les bas-fonds considérés comme des exutoires naturels de l'eau. On vit ici parce que c'est ici que les parents ont acheté. On ne peut rien faire, il n'y a pas les moyens pour vivre en ville. Louer en ville maintenant, il y a les problèmes de salaire. Si tu n'as pas, il y a aussi le chômage qui fait que les gens vivent ici. Ouais. Quand il pleut, l'eau inonde tout le quartier. Tout ça fait partie de la pollution. Les installations anarchiques, ça a pris d'abord du cran parce que d'abord il y a eu cet afflux des gens vers un développement qui n'est pas très équilibré. Tout le monde vient vivre, on n'a pas prévu là où les gens vont vivre. On a laissé les environnements les plus sensibles être occupés par les hommes. Ces installations anarchiques dans les bas-fonds constituent la première source d'inondation dans la capitale économique du Bénin. Mais les responsabilités sont partagées. On n'est pas à accuser seulement la population. Parce qu'il y a des endroits marécageux recasés. Recasés, vous savez, l'administration qui est chargée du recasement, la municipalité. Si c'est recasé par exemple par la municipalité, c'est officialisé. Tu es reconnu officiellement habitant ou propriétaire de tel lieu. Dans le nouveau code foncier, des dispositions sont prévues pour réglementer un tant soit peu l'envahissement de ces zones humides. Depuis que le nouveau code foncier a été promulgué, il a défini les milieux, le bas-fond, comme étant le domaine public naturel. La mairie devrait pouvoir leur opposer le fait qu'ils n'avaient pas droit de s'installer là. Et ce que la mairie peut leur opposer, c'est les textes de loi. Au-delà des textes de loi, tout autre document graphique qui peut leur permettre de lui démontrer à celui qui s'est installé qu'il n'avait pas le droit de s'installer là. Les lotissements avaient eu lieu pour la plupart avant l'avènement de la mairie. Aujourd'hui, avec le nouveau code foncier, nous essayons de façon arbitraire, et je dis bien arbitraire, parce que nous refusons à certains présumés de délivrer la délivrance de certains actes sur le parcelle, parce qu'on estime que le milieu est humide. La protection des bas-fonds passe par leur aménagement et leur valorisation. Il n'est pas du tout normal de s'installer dans les bas-fonds, mais à partir du moment où le fait est là et qu'on a encore des bas-fonds qui font preuve d'originalité, il ne faudrait pas attendre que les gens s'installent. Et nous avons compris dès le début que les marécages sont comme un mauvais dispositif dans le paysage pour les humains. Parce qu'on n'arrive pas, c'est difficile de s'installer, pendant la période de crue, ça inonde. Donc nous, on est en train d'utiliser une technique simple, c'est-à-dire on a commencé un petit aménagement au cœur de l'eau pour montrer aux hommes qu'en réalité, le système de bas-fond qui est là, il ne faut pas l'étouffer pour pouvoir s'installer. Il faut plutôt l'aménager et le maintenir comme étant une ressource naturelle que la nature a mis en place pour régler un certain nombre de problèmes. L'installation dans les domaines naturels est une infraction et un véritable problème pour l'environnement. Chacun doit jouer sa partition pour une prise de conscience des populations.
Hors du Bénin, la Falémé, un affluent du fleuve Sénégal, est en train de mourir du fait de l'orpaillage. Les sites d'exploitation pullulent le long du cours d'eau. Le haut-commissaire de l'OMVS est descendu sur le terrain pour constater de visu la situation avant d'alerter les États membres de l'organisation. Abdoulaye Sinkari de la RTS. Frontière naturelle entre le Mali et le Sénégal, la Falémé est l'un des plus importants affluents du fleuve Sénégal. Depuis toujours, elle sert les multiples vies de part et d'autre de son tracé. Aujourd'hui, c'est l'homme qui l'agresse du fait de l'orpaillage. À Doriba, localité située dans la commune de Bembou, département de Saraya, le dragage a littéralement transformé l'eau et toute vie y est presque impossible. L'eau là même, quand même un animal, par exemple les vaches et les quilles, donc quand ils viennent ici manger comme ça, leur ventre gonfle. Donc ça c'est un problème d'abord à nous. C'est ici que les femmes viennent pour linger. Mais actuellement, on ne peut plus. Elles ne peuvent plus venir linger. On ne peut plus utiliser l'eau là. Consciente des dangers, la Fédération des orpailleurs de Kédougou tente de sensibiliser, mais n'a pas encore trouvé une oreille attentive. Le poisson qui est là, dans le fleuve, les hippopotames qui sont là, la potentialité qui est dans ce fleuve-là, aujourd'hui on ne la voit plus, sont en cours de disparition parce qu'ils sont menacés par des bruits, des crises et de la pollution de l'eau. Nous sommes en train de faire la sensibilisation. Parfois, nous partons aux forces de l'ordre pour leur dire que vraiment, nos fleuves sont menacés. Il faut nous aider. Quand ils font des patrouilles, au moment-là, il n'y a pas assez d'équipe. Mais après ça, c'est autre chose. Pour redonner à la Falémé son lustre d'antan et préparer les projets futurs, le haut-commissaire de l'OMVS est descendu sur le terrain. Après constat, il tire la sonnette d'alarme. Très franchement, c'est préoccupant. Sur cet affluent principal du fleuve Sénégal, qui apporte quand même 25% sur le cours d'eau principal, l'action de l'homme, devrais-je dire, est en train de tuer le fleuve. Aujourd'hui, chacun doit être en face de ses responsabilités. Les États pris individuellement, mais l'organisation collectivement. Donc concrètement, comme je vous l'ai dit, il faut sensibiliser. Parce que vous savez, la répression de mon point de vue ne doit venir qu'en dernier ressort. Parce que sinon, elle est inutile. Il faut que les gens qui sont ici, qui polluent le fleuve, qui le mettent en danger, et c'est un petit mot, sachent qu'ils sont en train de compromettre la vie, tout simplement. Ceux qui mènent des activités d'orpaillage sur le fleuve sont dans l'illégalité. Donc je pense que voilà, cette collaboration également, il faut que vraiment les populations et les chefs de village également l'amènent avec vraiment tous les forces de défense et de sécurité, mais également les autorités administratives, en les informant de la situation, de ce qui se passe sur le terrain. Un grand barrage sera bientôt érigé sur la Falémé dans la localité de Gourbassi au Mali. Son objectif sera de contribuer à la régularisation des débits du fleuve pour permettre l'agriculture irriguée, la navigation et augmenter la production d'énergie. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.